Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 8 août 2011, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été investi pour un mandat de 5 ans. Et dans son discours d'investiture, le chef de l'État a présenté les actions qu'il entendait mettre en œuvre, secteur par secteur. Dans le domaine de la justice en particulier, le président a déclaré, je cite, « Nous poursuivrons la réforme de la justice pour la rendre plus proche des justiciables. Notre système judiciaire a besoin de magistrats, greffiers, avocats, notaires et huissiers intègres. » Fin de citation. 2 ans après cette importante déclaration du chef de l'État, comment se porte la justice tchadienne? C'est la question principale de ce débat. Et pour nous apporter des éléments d'appréciation et d'information, nous recevons ce soir Maître Jean-Bernard Padaré, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Dr Noureddine Delwa Kassire Koumakoy, président du Viva RNDP, élu du peuple et ancien ministre de la Justice, et enfin M. Ahmad Mamadassan, juriste. Messieurs, bonsoir et merci bonsoir. De participer à ce décryptage organisé conjointement par l'ONRTV, la Direction générale de la communication de la présidence et la Direction de la communication de la primature. Monsieur le ministre, vous avez suivi la déclaration du président de la République lors de son investiture. Dans cette adresse, le chef de l'État a parlé de 2 axes importants. Il s'agit de la réforme de la justice et de l'intégrité des magistrats, notaires et huissiers. Alors, 2 ans après, est-ce que la réforme a démarré? Est-ce qu'elle suit son cours? A-t-elle été mise en œuvre? Merci, M. Miarom. En fait, il faut peut-être le rappeler que depuis la tenue des États généraux en 2003, une réforme importante de notre appareil judiciaire a été entamée en collaboration avec l'Union européenne. Donc on a mis en place le PRAJUS, le programme de réforme donc de notre appareil judiciaire. Et à cet effet, beaucoup a été fait. Beaucoup, je veux dire, en termes d'infrastructures, en termes de textes qui ont été votés, en termes de dotation des magistrats en moyen roulant, les nouveaux statuts, un nouvel statut de la magistrature a été adopté. Et donc, c'est une réforme qui est en plein chantier, qui est en cours et qui va en s'amplifiant. Donc, bien évidemment, le chef de l'État a voulu, à cette occasion, rappeler que l'appareil judiciaire, sinon la justice est un élément important de notre démocratie, de notre stabilité et de notre développement. Et pour tel, comme tel, autant pour moi, il faut dynamiser la réforme de notre appareil judiciaire, donc par le biais des textes qu'on continue à faire voter par mesdames, messieurs les députés, et par c'est-à-dire l'amplification, sinon la modernisation du contenu de la formation des magistrats, et je dirais également par le fait que une lutte sans merci est engagée au sein du corps des praticiens du droit, c'est-à-dire ceux qui participent à la décision des juges. Je vais parler des magistrats en première position, des avocats, des huissiers. Mais on ne s'arrête pas qu'à ça, qu'à ce nombre-là. Il y a les notaires, d'une certaine manière, parce qu'ils participent à la chose judiciaire. Il y a les huissiers. Et donc, on peut, tout ce qui tourne autour de la justice est en train d'être modernisé. J'allais dire en termes de recrutement également, parce que vous savez qu'on a créé le chef de l'État sur ces instructions, donc a eu à mettre en place l'école nationale de formation judiciaire. Avant, les magistrats étaient formés à l'ENAM. Depuis bientôt 2 ans, il y a une école dédiée spécifiquement à la formation des magistrats, à la formation des huissiers, à la formation des notaires, des avocats. Il semble que cette école
n'est pas beaucoup apprécié justement par les avocats, les huissiers et tout ça? Non, c'est une question de lecture. En fait, c'est une question de lecture et de compréhension. Ils n'ont pas compris en fait l'objet, j'allais dire l'objectif qui est recherché. Parce qu'on ne peut plus admettre que les avocats recrutent par affinité. Il faut diversifier. Il faut qu'il y ait un examen d'entrée pour donner la chance à tout Tchadien. Parce que si vous voyez, en ce moment, bon, moi j'étais avocat, hein, je le suis encore, qu'est-ce qu'on recrute? On recrute parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour dire, voilà, j'ai mon petit frère ou bien mon fils qui a une licence, une maîtrise en droit, est-ce que vous pouvez le prendre à votre cabine? Qu'il ait ou non de capacité. Donc c'est par affinité, vous me présentez votre frère qui a une maîtrise en droit, je le recrute, je le prends à mon cabinet, et en fait, à la sortie, il subit un examen qui est, qui est somme toute banal. Or, ce que nous avons voulu faire, c'est mettre les structures à la disposition de ces corps. Ils composent le jury. Et c'est eux qui choisiront les matières, par exemple, pour l'examen. Donc on va recenser, on va dire, par exemple, on a besoin de 10 notaires pour toute la ville de N'Djamena. C'est le corps qui va exprimer. Le président de la chambre de notaires va dire, bon voilà, pour tout N'Djamena, on a recensé qu'on a besoin de 10 notaires. À ce moment, il lance le concours. Et le concours, les matières seront proposées par ce corps-là. Une fois l'examen, autant pour moi, lancé, ils recrutent, ils retiennent les 10 dossiers. Et après, nous, on offre les structures pour la formation. Ils seront formés et à la fin, eh bien, de la même manière, le diplôme sera signé par le président de la chambre de notaires plus le directeur de l'école. Donc ce n'est pas que l'État, ça ne veut pas dire que l'État va organiser à son niveau tout seul des concours pour imposer des examens, pour imposer des stagiaires. Non. En fait, c'est une manière de vouloir rendre national. Pourquoi? Parce qu'il faut que le diplôme soit reconnu sur le plan national. Il faut que d'autres Tchadiens aient la chance de postuler. Parce que sinon, ça devient que du copinage ou bien on tient, enfin, du copinage. On va revenir sur cet aspect oui. au cours de cette émission. Oui. Docteur Kassiré, vous n'êtes pas un inconnu de la sphère juridique au Tchad. Vous avez suivi le ministre parler de la réforme du système judiciaire. Quel est votre avis? Est-ce que cette réforme a la chance d'aller jusqu'au bout? Je pense que il y a un aspect de la réforme qui m'a un peu tiqué, parce que j'ai des Tchadiens là que je connais et il y a une école de formation de magistrats qui est créée, mais la procédure de recrutement et de formation me semble être un peu biaisée ou pas conforme à ce que je pense. On a besoin des magistrats nommés bilingues. On recrute tous azimuts les licenciés ou ceux qui ont leur maîtrise en droit pour l'école de magistrature. Au lieu de les former ici, trouver un système, programme pour les former ici, on envoie ceux qui sont francophones, je peux me tromper, hein, ceux qui sont francophones, on les envoie au Soudan pour aller avoir une formation en la matière en arabe au Soudan. Autrement dit, apprendre, si je ne sais pas, l'arabe juridique là-bas. Je crains qu'ils n'aient pas les mêmes savoirs. Ils n'aient pas les mêmes savoirs en matière de droit. Dans la mesure où le droit que nous appliquons est le droit français, qui a sa nomenclature, alors que dans les pays arabes,
le droit, c'est la charia. Il n'existe pas le droit administratif, et moins encore le droit de la fonction publique. Ils n'ont pas la fonction publique. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour qu'ils viennent avec des concepts qui ne couvrent pas nos réalités. Le deuxième aspect de cette réforme, ils ont fait le choix bilinguiste qui n'est pas bon. Le choix bilinguiste n'est pas bon. Ça fabrique une tribalisation, en quelque sorte, des gens. Parce que on dit tel type doit être de telle région, tel type doit être de telle région. C'est gênant. On peut le faire, mais de manière implicite, mais pas explicite. Ça gêne. Moi, comme je vous disais, j'ai des parents, des amis, des fils des amis qui sont là. Mais vous formez un corps divisé dès le départ. Vous formez un corps divisé. Il ne fallait pas laisser percevoir ça, que chacun pense que parce qu'il est arabophone, qu'il est venu, l'autre pense qu'il est francophone. C'est pas bon. La manière, l'idée est bonne, mais la réalisation de cette idée semble être un peu bancale. C'est mon inquiétude sur ce plan de formation. Et puis, j'aurais souhaité que la formation ne soit pas assumée par ceux qui sont formés ici, soit assurée par tous ces universitaires. Vous avez à la justice des gars qui étaient recrutés à partir de la licence, de la maîtrise, mais qui aujourd'hui, au niveau de la compétence professionnelle, sont en mesure d'encadrer ceux qui viennent les rejoindre. Là, nous sommes dans le domaine de la professionnalisation. Parce qu'une école professionnelle n'a pas besoin de faire venir un corps étranger de la structure administrative pour enseigner. Pédagogiquement, ça ne marche pas. Docteur Ahmad Hassan, vous êtes également un observateur averti de la scène. Que pensez-vous de la réforme actuelle de la justice? Si le président a parlé de deux thèmes, la réforme et l'intégrité, c'est que quelque part il y a un problème au niveau de notre système judiciaire. Quelque part il y a un problème au niveau du système judiciaire et que la justice constitue un élément central de la construction de l'état de droit, de la paix sociale. Dans le cadre du volet réforme, le ministre lui-même vient de dire beaucoup de choses. C'est vrai que le Tchad, le gouvernement du Tchad, avec l'aide de ses partenaires, et notamment l'Union européenne, je parle sous la surveillance du garde des Sceaux, a engagé des réformes énormes dans le cadre de notre système judiciaire. Il y a les réformes au niveau des structures, au niveau des moyens, c'est vrai, c'est visible, mais également au niveau... nous avons abordé tout à l'heure le volet seulement formation de la réforme. Parce qu'il y a d'autres volets également. Il y a le volet textuel, l'adaptation des textes pour que la population puisse s'identifier à la loi républicaine. Que les lois ne soient pas les lois des coutumes et des traditions, qui prennent le pas sur la loi de la République. Que tous les Tchadiens s'identifient à une seule loi, la loi de la République qui constitue notre unité, notre communauté. Les textes ont été également engagés. Je crois que le ministre est mieux placé pour pouvoir les traduire. Le code de procédure pénale, le code pénal, il y a même, le Tchad n'a jamais eu depuis son indépendance un code civil. C'est pour la première fois, à ma connaissance, hein, donc qu'il y a avec le projet qui va à petits pas du code de la famille, il y a également le volet, cette fois-ci avec le Prajus, il y a le volet faire un code civil tchadien. Que le Tchad n'a jamais connu depuis son indépendance. Mais il y a également d'autres textes, notamment la question de la sécurisation des investissements, donc l'OADA, pour lequel nous sommes déjà assez avancés. La formation des hommes en tant que telle pose un problème. Il y a tout le personnel, d'abord les magistrats eux-mêmes, qui sont les acteurs qui sont chargés de prononcer les décisions au nom du peuple tchadien, donc de dire le droit et donc de distribuer la justice. Nous avons un problème. C'est
de base, ça doit être notamment, comme l'a dit le docteur Kassiré, des juristes. Des juristes au niveau de la faculté de droit, ou dans laquelle nous intervenons. Il y a le droit classique qui est enseigné de la première année avec des matières bien précises, en deuxième année, en troisième année. À l'époque, il n'y avait pas encore la maîtrise, mais maintenant il y a la maîtrise et même il y a le 2A, qu'on appelle maintenant Master 2. Le problème, c'est la qualité des juristes qui viennent dans le corps, qui viennent à la magistrature. C'est un problème. Que ce soit les avocats au barreau, ici, ils ont ce problème. Que ce soit les notaires, la qualité des juristes pose aujourd'hui un problème. Donc, il y a un problème de formation. L'autre problème, c'est que l'école de magistrature ne forme pas la formation de base du droit. Non, elle forme notamment sur la maîtrise, comment interpréter les textes de loi, comment les procédures, maîtriser les procédures pour le prononcer des décisions, et en même temps, le métier du magistrat avec sa déontologie, et etc. et autres. Donc, je ne sais pas, je n'interviens pas dans cette école pour le moment. À l'époque, on intervenait à l'ENAM, on a formé un certain nombre de magistrats. Mais je ne sais pas comment aujourd'hui la formation est donnée. Mais il y a une plainte. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'il y a une section arabophone où il y a des gens qui ont fait la formation de base en droit en langue arabe. Je pense que ce n'est pas un autre droit que le droit de la République. Mais il y a également les francophones qui sortent, eux, de la faculté de droit de N'Djamena ou d'ailleurs, mais qui ont le niveau. Donc, je n'ai pas eu à reconnaître, mais si le président parle de la réforme, c'est qu'au niveau de la justice, il y a un problème au niveau du personnel judiciaire, donc dans sa qualité de juriste, donc de moralité. Nous allons venir sur le sujet intégrité, mais il y a également plusieurs autres volets qui font que la justice rencontre des maux. Monsieur le ministre, parlons de la formation. Vous avez écouté le docteur Kassiré, le docteur Hassan. Il y a des problèmes au niveau de la formation. Ils ont relevé le problème de la qualité, du bilinguisme et du manque d'expérience de ceux qui interviennent à l'École nationale de formation judiciaire. Est-ce que vous partagez ces craintes et ces plaintes? Non, en partie, je partage un peu, mais je vais m'expliquer là-dessus. Par exemple, tout ce qui concerne le recrutement des magistrats, dans le cadre de l'application du bilinguisme, c'est des gens qui ont fait, pour la plupart des cas, des études à l'université pour les arabophones, à l'université Roi Faisal. Il y en a qui reviennent, c'est vrai, d'autres pays, mais avec des diplômes en droit. Mais j'en conviens avec vous, qu'il y a, surtout pour cette première promotion, il y a quelques petits problèmes. À mon arrivée, j'ai demandé à vérifier les dossiers. Il s'est trouvé que, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore reçu les dossiers. J'ai voulu vérifier, est-ce que tous ceux qui ont été recrutés ont au moins des diplômes en droit. Diplôme de base, vous parlez? Diplôme de base, bien évidemment. Parce que pour être magistrat, il faut au moins avoir une maîtrise en droit. Avant, c'était la licence. Tout à fait. Maintenant, on a rehaussé un peu le niveau pour la maîtrise. Jusqu'à ce jour, on ne m'a pas encore communiqué. Et je me suis retrouvé confronté à une difficulté. Ce n'est pas que je ne peux pas accéder, non. Mais je suis en même temps confronté à une difficulté qui est à supposer, comme la rumeur me fait comprendre, qu'il y aurait des gens qui auraient eu des diplômes en géographie ou en histoire, qui seraient parmi... qui se retrouvent à l'école de formation judiciaire. Là, j'ai cette information. Voilà. Donc maintenant, dans ce cas, quelqu'un qui a été déclaré officiellement admis au concours, est-ce que je peux encore faire interrompre sa formation parce qu'il a un diplôme en géographie? C'est la difficulté à laquelle je suis confronté. Je suis en train... Et il faut trouver une réponse. Parce que c'est un fort. Mais justement, vous décelez à tout niveau, justement, et c'est pourquoi je suis en train de vouloir, j'ai engagé un audit au niveau de l'école pour même vérifier le programme, vérifier, pour prendre en compte tout ce que vous avez émis comme inquiétude. Donc, on est parfaitement sur la même longueur d'onde sur ce plan-là. Secondo, pour ce qui concerne... en fait, les gens qu'on envoie, les francophones qu'on envoie au Soudan, pour la familiarisation, en fait, c'est pour se familiariser avec certains termes juridiques en arabe. Parce qu'en fait, ils sont... linguistique, en fait. Voilà, un bain linguistique. Vous me passez le mot, merci. C'est vrai qu'on peut... Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on pouvait les envoyer dans les pays francophones. C'est pourquoi nous avons été instruits donc, avec le président de la Cour suprême par le président de la République pour qu'on aille
par exemple au Maroc, C'est ça. on ira probablement en Algérie. En Algérie. Mais entre le Maroc et l'Algérie, l'Algérie est mieux. Voilà. On ira probablement dans ces pays-là pour essayer de nouer des accords de coopération dans ce sens-là. Et on souhaiterait également qu'il y ait des vacataires de ces pays qui interviennent directement, qui viennent, par exemple, ici, à l'école, pour donner, par exemple, ils peuvent venir pour une semaine, donner des cours et permettre à nos élèves, nos étudiants, donc d'aller en Algérie pour un bain linguistique. Parce qu'en fait, on a le même type de droit. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a deux corps de francophones et des arabophones. C'est ça. Effectivement, il y a peut-être cette tendance-là. Oui, cette tendance qu'on est, moi personnellement, qui me gênerait. Parce que pour moi, on a un corps de magistrats. C'est tout. Il n'y a pas d'arabophone ni de francophone. L'arabe est une langue nationale, comme le français. Absolument. Malheureusement, jusqu'ici, on a l'impression que le bilinguisme n'est pas encore, de manière générale, n'est pas encore entré dans les faits. Parce qu'on devrait imposer le bilinguisme dès l'école primaire. Oui. Je ne sais pas si, moi, mes enfants qui vont à l'école, je ne les ai jamais vus revenir avec un cours d'arabe à l'école primaire. Donc on ne va pas commencer le bilinguisme au lycée ou au collège. Donc il y a ce problème-là. Et ce qui fait qu'on est obligé d'envoyer les francophones dans d'autres. La formation en elle-même est subie à l'école ici. Donc pour ceux qui sont arabophones, on les envoie. On a des accords avec des écoles ou des universités en France. Donc là, il y a toute une vague qui est partie en France. Qui se familiarise avec le français. C'était l'ancienne voie, comme vous connaissez d'ailleurs. Voilà. Donc, et là, effectivement, on avait fait le choix, je ne me l'explique pas, très honnêtement, on a fait le choix de les envoyer au Soudan, peut-être parce qu'il y a plus de proximité, je veux dire en termes géographiques. Est-ce que le droit, je suis tout à fait d'accord avec vous, de toutes les façons, le droit soudanais est beaucoup plus d'inspiration anglophone, si on essaie de voir, puisque c'est un pays qui était... Alors, donc, on n'a pas la même conception. Non, on n'a même pas les mêmes traditions juridiques et judiciaires. Pour ne pas parler de tout ce qui est islamique et autres. Ça. Donc, je pense qu'on va prochainement, puisqu'on doit encore recruter. Vous savez, on est en nombre complètement insuffisant de magistrats, ce qui fait que nous sommes obligés de revenir au système de juge unique, avec l'adoption par l'Assemblée du Code de l'organisation judiciaire. On est obligé de revenir au système de juge unique pour permettre à ce que les dossiers soient évacués le plus rapidement possible. Mais nous avons été instruits par le chef de l'État de recruter encore 60, parce qu'en fait notre école forme 60 donc, par an, tous les 2 ans. Donc on a 30 arabophones, 30 francophones. Le directeur de l'école, tout comme son adjoint, sont des magistrats de formation. C'est des gens, le directeur des études également, est un magistrat. Donc les trois, en fait, tout est pratiquement des professionnels, des praticiens du droit. Maintenant, en termes d'expérience, je crois que le DG qui est Sunghi Ahmad, qui peut paraître jeune aux yeux de certains, mais quand même a une expérience de pas moins de 10 ans comme magistrat. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il fallait choisir un qui est plus expérimenté que lui? Je sais que le directeur des études, qui est M. Migana, a au moins 20 ans d'expérience. Quand on lance le concours, on dit peuvent postuler les étudiants ou bien les titulaires d'une maîtrise en droit dans les 2 langues. Donc, est-ce qu'on doit faire la discrimination en vérifiant si la maîtrise n'est pas délivrée à l'université du Tchad et que ça vient, par exemple, de l'Irak ou bien du Soudan? Est-ce qu'on doit rejeter? Parce que c'est ça la difficulté. Non. Donc, si la citoyenne, voilà, dont la personne postule. Et, non, ça c'est le critérium. Oui. Ça n'a aucun rapport avec la discrimination. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que, on ne peut pas exiger que... Non, vous pouvez. Vous formez vos universitaires pour servir l'État. Oui, mais bon, si vous êtes sûr de ces cadres. Autrement, si quelqu'un a une licence ou une maîtrise en droit délivrée à l'université du Ghana, on n'est pas sûr, puisqu'avec les faux diplômes, ça nous crée même beaucoup de problèmes. Bon, mais si c'est authentifié, parce que c'est ça la difficulté. Authentification, on paye, mon frère. Bon, ça vous pose on paye. Donc, finir avec ce sujet. Oui. Alors donc là-dessus, moi
C'est une contribution, hein. C'est des choses, c'est des pistes à explorer. Mais je dis que nous devons absolument... Donner priorité à vos produits. Nous devons faire de sorte que les gens qui sortent de cette école, parce qu'en fait, tous les magistrats qui ont été formés à l'ENAM, ici, tous ceux qui sont sortis là, ils ont eu une formation de qualité. Il n'y a pas de raison que ceux qui sortiront de notre école là soient moins formés. Donc, si on veut avoir des magistrats de qualité, il faut, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on ait un critère strict de recrutement. Et c'est ce que nous allons veiller, et surtout les intervenants. Moi, je suis surpris que des gens comme vous n'interviennent pas. L'école est ouverte. C'est-à-dire surtout en termes du personnel. J'ai demandé d'ailleurs au DG d'ouvrir la possibilité à ce qu'il y ait plus de gens expérimentés. Ça peut venir de la fonction publique, ça peut venir de l'Assemblée, des gens qui ont des praticiens de droit. Nous, on est preneurs. On est preneurs, mais j'ai toujours dit que même il y a des magistrats, mais on a aussi besoin des universitaires. Parce qu'il y a des aspects théoriques. Donc, ensuite, je crois que pour le népotisme, on va essayer de voir. On l'a déjà traité. Mais je vous garantis que la promotion qu'on va recruter là, eh bien, tout sera transparent. De façon à ce que, effectivement, n'importe qui peut venir consulter les copies. Parce que c'est ça qui est important. Moi, c'est en termes, au niveau de la correction. La correction des copies. Et surtout, je dirais également, la vigilance doit être attirée au niveau des sujets. La conservation, la discrétion dans... Je vais tenir à... Parce que je suis le président du conseil d'administration quand même, mais nous allons veiller à ce que tout soit confidentiel de façon à ce qu'il n'y ait pas de fuite de sujets. L'un des aspects de cette réforme, vous avez parlé des infrastructures. Oui. Qui dit infrastructure dit maison d'arrêt, je suppose. Il y a la maison d'arrêt, il y a les palais de justice. Okay. La maison d'arrêt de N'Djamena est lancée, la construction, parce que l'avance de démarrage a été octroyée, donc a été décaissée. C'est déjà lancé. On aura une maison d'arrêt qui va répondre aux normes requises, c'est-à-dire internationales. Okay. Et on a une maison d'arrêt moderne à Kelo. On en a à Sar, on en a à Mongo, à Ati et Mundu. On a lancé le projet de construction. L'appel d'offres va être lancé pour une maison d'arrêt à Pala, pour une maison d'arrêt à Biltine. Et on a des tribunaux qui sont en construction, qui sont en cours, par exemple à Amdjaras, parce que c'est une région. Donc, il y aura un tribunal à Amdjaras, à Matadjana. On aura le grand palais de justice voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République, à N'Djamena, en face de la Cour suprême. Le site est déjà choisi. Le site est choisi, l'étude est en cours. Il y a le cabinet TAU qui a construit l'université, qui a fait le plan de pas mal de grandes infrastructures de qualité dans notre pays, qui est en train de faire le plan. Et on n'a pas moins, le chef de l'État a voulu un palais de justice qui puisse être à la hauteur de notre ambition, c'est-à-dire de l'ambition du Tchad, qui est un État qui veut s'inscrire sur la liste des États émergents. Donc il a été décidé qu'il y aura un budget de 25 à 30 milliards, rien que pour ce palais de justice, ultra moderne. Donc on est en train de moderniser les infrastructures. Il reste à moderniser la morale. Je veux dire, sur le plan moral, là où notre justice a des difficultés, c'est qu'elle n'est pas jusqu'à ce jour bien comprise par les justiciables. C'est pourquoi j'ai tenu, dès ma nomination, j'ai tenu une conférence des procureurs. J'ai réuni tous les procureurs. J'ai dit, c'est vous qui déclenchez l'action publique, c'est vous qui mettez en œuvre la politique pénale du gouvernement. Et donc j'ai donné des instructions avec des soumets, préparés avec l'aide du Prajus, justement, qui comprend pas mal de magistrats français, des magistrats africains, qui nous aident donc qui adaptent les différents textes à nos réalités. On a un code de procédure pénale qui est en cours, on a le code pénal qui est en cours, je veux dire, qui est sur le bureau
du gouvernement. On va passer ça en conseil de cabinet. On a le code de procédure civile qui a été adopté en conseil de cabinet. On devait l'adopter en conseil des ministres de jeudi. Malheureusement, bon, on n'avait pas encore l'avis juridique de la Cour suprême, donc ça a été différé. Donc on va le faire. On a le projet de code civil, comme disait Mamat Hassan. On a le projet du code civil, la première version, le draft qui est déjà sur mon bureau. Mais j'ai hésité à le faire passer en conseil de cabinet parce que tant qu'on n'a pas adopté le code de la famille, parce qu'il y a tellement d'éléments qui doivent être pris en compte dans le code civil, mais qui doivent d'abord figurer dans le code de la famille. Parce qu'il y a un débat énorme, donc on n'a pas encore adopté ce code de la famille. J'attends. Dès son adoption, eh bien, on fera passer le code civil, parce qu'il y a tout ce qui concerne le statut de la personne. C'est un débat qui est très important, et tant que ce débat n'est pas tranché par le code de la famille, on ne pourra pas le traiter dans le code civil. Donc, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit par rapport au texte, évidemment, ces réformes sont en train d'être mises en musique. Docteur Kassiré, pourquoi on parle de plus en plus de corruption en ce milieu? Et comprenez-vous le fait que les justiciables aujourd'hui n'aient plus confiance en la justice? Oui. La corruption est un phénomène universel. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher, mais vous pouvez atténuer. Absolument. Vous pouvez atténuer parce que, laissez-moi, au niveau du jugement, parfois, les justiciables vont à la maison chez les magistrats pour leur donner le cadeau. Jusqu'à chez et ils sont capables. S'il y a les avocats, l'avocat de leur adversaire, il l'achète. Parce que lui, il cherche l'argent. Écoutez, c'est de réalité. J'ai fait 4 ce jour-là. Il y a une question qui se pose à vous entendre parler. Il y a une question qui se pose. Je voudrais que le ministre réponde rapidement. Il ne faut pas trop accuser les magistrats. Que faire pour atténuer justement cette corruption? Monsieur le ministre, que faire pour atténuer cette corruption? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je comprends parfaitement la définition donnée par Dr Kassiré de la corruption. La corruption est un phénomène universel et donc mondial. Mais c'est-à-dire que la corruption ne peut pas être acceptée dans le milieu judiciaire. Pourquoi? Parce que ça risque de faire, ça cause des dégâts. Mais ce que je dis, tu ne peux pas l'empêcher et tu n'as aucun moyen pour l'empêcher. J'en conviens, mais je dis pourquoi. Parce que la corruption peut être un facteur de déstabilisation sociale, surtout quand elle est pratiquée en milieu judiciaire. Parce que si vous avez raison en droit, vous venez devant le juge, moi j'ai tort, mais parce que j'ai des moyens, si je peux donner pour que la raison bascule de mon côté, vous comprenez bien que vous allez dire, ben, je n'ai plus confiance en cette justice, moi je vais régler mon problème avec Padaré là, je ne le raterai pas. Oui. Donc on va se retrouver dans une justice privatisée. Or, quel est le rôle du magistrat? Et c'est là où c'est très important. Moi, la définition généraliste que vous avez eu à donner est admise par tout le monde. Mais on ne peut pas se dire... il faut atténuer. Voilà. Donc, que faire pour atténuer cette corruption? Pour atténuer d'abord, revoir le traitement, donc c'est ce qu'on a eu à faire, revoir le traitement des magistrats. Secondo, être impitoyable. Impitoyable, ça veut dire quoi? Si un magistrat est convaincu de corruption, il y a le conseil de discipline. Il y a le conseil supérieur de la magistrature siégeant en matière disciplinaire qui sera saisi et qui est saisi. Et le plus souvent, ce conseil-là, qui est composé essentiellement, sinon totalement, des magistrats eux-mêmes, eh bien, est également impitoyable. Il y a des magistrats qui ont été exclus du corps pour ce phénomène-là. Heureusement que c'est un phénomène dérisoire, résiduel. Les magistrats n'ont pas honte en ce moment de traiter du problème de corruption en leur sein. Ils en parlent entre eux, ils en discutent, et eux-mêmes ont convenu d'engager une lutte contre ces magistrats qui salissent la réputation. Merci, monsieur le ministre. Rapidement, je donne la parole au docteur Hassan. Votre avis sur la question? Non, moi j'ai un élément là. Docteur Hassan, s'il vous plaît d'abord. Je vais lui donner pour le compléter. Il n'y a pas de problème. Docteur Hassan, votre avis sur la question? Non, je crois que nous parlons du phénomène, du même langage. Hein. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter. Mais le problème a pris une ampleur telle que
le ministre en est conscient, puisqu'il a été avocat, il l'est toujours, il est avocat de profession, il est garde des Sceaux, l'ancien ministre est là. Moi, je crois que moi-même, je suis de la maison. Je dis, il y a un problème extrêmement grave. Aujourd'hui, je ne sais pas si le Premier ministre Kassiré se rappelle, à l'époque, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature ou pas, mais le phénomène n'a pas pris une telle ampleur aujourd'hui où c'est décrié par n'importe quel passant dans la rue. Les procès s'achètent, soit à travers les greffiers, à travers les avocats ou à travers des commerçants où il y a des intermédiaires établis au niveau des palais de justice qui marchandent les procès. Aujourd'hui, il y a des intermédiaires qui en ont fait une profession. Il y a des représentants des chefs de race qui viennent et qui connaissent les magistrats et qui connaissent leur vie. Il y a des magistrats qui rendent une décision, mais même pour rédiger le factum, c'est-à-dire rédiger la décision pour qu'elle soit appliquée demain en forme de grosse, il faut absolument les payer. Il faut les payer. Ça a pris une certaine ampleur que le garde des Sceaux doit le dire. Deuxième chose, Excellence, il y a un problème. Ce phénomène-là, il a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, dans la mentalité, c'est vrai qu'il n'y a pas que la justice, c'est dans tous les secteurs de l'administration, de l'État. Aujourd'hui, la corruption est devenue un phénomène extrêmement grave, plaçant notre pays à un rang extrêmement désagréable. Donc, mais je dis, la question de la justice, et ça je suis tout à fait d'accord avec... Pour finir rapidement. Alors, pour finir, j'ai dit que deux choses sont extrêmement importantes. Oui, l'amélioration du traitement des magistrats, ça, le gouvernement en a fait une affaire avec le nouveau statut et avec... maintenant, vous venez de parler des primes pour les magistrats qui sont par rapport à leur rendement, donc il doit avoir des primes. Mais la question, une autre question, c'est le problème de laxisme. Tout le monde connaît qui est corrompu et qui est qui. Maintenant, il faut que le ministre prenne ses responsabilités, que ça ne se répercute pas tout de suite dans les nominations, simplement, et on se tait. Non, que les gens soient effectivement traduits et qu'ils soient convaincus devant les tribunaux de l'infraction de corruption. Et après, le mécanisme disciplinaire par rapport au Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la Cour suprême va faire son cours. Je voulais juste ajouter d'un mot après, si vous me permettez. Moi, je vais te faire une proposition. Ok. Monsieur le ministre, d'abord, allez-y. Moi, je voulais juste sur deux points. Il a soulevé deux points qui sont à mes yeux importants. La question des intermédiaires. Oui, tout à fait. J'ai prescrit au procureur général, aux procureurs généraux, procureurs de la République, de ne laisser accéder au palais de justice que ceux qui ont des affaires. On me dit oui, mais alors l'audience publique, je veux bien, mais nulle part ailleurs. C'est-à-dire au palais de justice à Paris ou bien dans d'autres pays, pour entrer dans l'enceinte, pour des mesures de sécurité, c'est quand vous avez une convocation. Une convocation, vous accédez. Vous savez que vous allez pour tel. Mais quand vous venez pour assister à une audience, ça peut être autorisé. Mais ces intermédiaires qui ont pion sur rue au niveau du palais de justice, j'ai prescrit que ces gens-là soient poursuivis, en tout cas interdits d'accès. Je ne sais pas. Je dis que j'attends un mois pour vérifier. Je suis en train de l'effectivité. Deuxièmement, la rédaction du factum. Effectivement, c'est un phénomène. Ce que vous dites, c'est une réalité. Nous sommes les premiers à admettre cela. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour jeter de l'anathème sur le corps dont je suis un des premiers responsables. En tout cas, je suis le ministre de la Justice, donc chargé de protéger en quelque sorte la réputation des magistrats. Mais en même temps, je ne dois pas nier l'évidence. L'évidence, c'est qu'effectivement, il y a des magistrats, heureusement pas beaucoup, qui ne rédigent les factums que quand ils ont de contrepartie. Qu'est-ce qu'on a prévu dans le nouveau code de procédure civile? C'est que le délibéré ne peut être vidé que quand le factum est déjà rédigé. On était obligé d'inscrire noir sur blanc dans le code de procédure civile pour dire que quand un magistrat vient pour vider le délibéré, c'est-à-dire en venant, il a déjà rédigé le factum. Donc il vient, il lit, le factum est déjà. Et le greffier a l'obligation de rédiger, de saisir la minute. Et ensuite en tirer expédition ou bien grosse. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. Ça fait partie des réformes. Je pense que l'une des solutions pour atténuer la corruption dans la machine judiciaire, c'est la pluralité de juges. Lorsqu'on arrivera à tous les niveaux à respecter ces critères, parce que là, maintenant, tu nous as dit, malheureusement, nous repartons vers l'océan de la corruption. Le juge unique est un danger. Absolument. Et ailleurs, quand ils sont arrivés au juge pluriel, c'est pour éviter ce problème de corruption. La collégialité. Donc, c'est ça le conseil que je vous donne. C'est donc d'accélérer la formation des magistrats.
en quantité, au moins pas suffisante, mais nécessaire pour le bon fonctionnement sain contre la corruption. L'année 2013 a été une année riche en affaires. On a vu que le ministère de la Justice a été beaucoup sollicité. Il y a d'abord cette affaire de conspiration du 1er mai. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, où en est-on avec cette affaire? Écoutez, la justice est saisie, comme vous venez de le dire. Elle suit son cours. Et donc, pour le moment, je ne peux faire aucun commentaire dans la mesure où le dossier est entre les mains du juge d'instruction. Il y a des mises en liberté qui ont été accordées pour certains, d'autres non. Bon, vous savez, hein, je suis le moins bien placé pour commenter. On comprend. Voilà. Docteur Kassiré, comment vous avez vécu cela? Moi, je pense, à mon avis, là, je dis au ministre de la Justice, le droit, on le dit ou on ne le dit pas. Parmi les gens qui sont arrêtés, vous avez, sont privés de leur liberté 4 députés. Effectivement, si c'était ce qu'on appelle flagrant délit, c'est l'immédiateté. Il ne doit pas avoir encore d'enquête d'instruction. Là, je crois que la machine judiciaire semble ne pas bien s'accrocher. Et même si c'en était le cas, la logique voudrait que, puisque, quel que soit, vous ne pouvez pas à la justice éviter la haute cour de justice, parce que les députés, dans le cadre de leur infraction, ne peuvent être jugés que par la haute cour de justice. Et ce qui obligerait le procureur général à saisir la haute cour de justice par le biais de l'Assemblée, bureau de l'Assemblée nationale. Alors, j'étais beaucoup gêné. C'est pourquoi j'ai gardé un silence. Y a-t-il eu un problème de procédure, monsieur le ministre? On prête des intentions, en fait, dans cette affaire au magistrat pour rien. Je dis avec sincérité au grand frère président Kassiré qu'il n'y a pas une main politique dans cette affaire. Je peux rassurer. Même moi personnellement, je n'ai jamais reçu une instruction de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Et vous savez très bien que cette affaire de conspiration a été découverte, c'est un fait. Et vous êtes un ancien ministre de la Justice, vous êtes un professionnel de droit, relisez notre code de procédure pénale. Il y a une disposition qui est extrêmement liberticide, que personne n'a eu s'en apercevoir, du moins quand on place les gens sous mandat de dépôt, ou bien quand on appréhende quelqu'un, les magistrats ont cette possibilité d'appliquer ce qu'on appelle le flagrant délit assimilé. C'est prévu noir sur blanc. Ça veut dire que l'infraction, on a arrêté par exemple M. Tao, il a été interpellé, tous ceux qui sont entrés, qui avaient de près ou de loin à voir avec cette information, le juge les interpelle en application de la notion de flagrant délit, tel que prévu dans notre code de procédure pénale. Moi, personnellement, quand je suis rentré de voyage, parce que je n'étais pas au Tchad, quand j'étais allé pour signer l'accord de coopération judiciaire dans l'affaire Abré avec le ministre sénégalais de la Justice, quand je suis rentré, effectivement, j'ai appelé le procureur qui m'a dit, monsieur le ministre, voilà les dispositions qui me permettent de faire ça. Et c'est noir sur blanc. Et le code pénal et procédure pénale est d'interprétation stricte. C'est clair et net. Si cela n'était pas prévu, évidemment, moi, j'étais l'un des premiers. Mais maintenant, il y a des députés qui ont été cités, à tort ou à raison. Honnêtement, je peux vous dire que je préfère réserver mon opinion personnelle. La justice étant saisie, elle est en train de suivre son cours. Je ne libère pas, je n'arrête pas. Il n'y a que le juge d'instruction qui, à la lumière des éléments à sa disposition, parce que je suis comme vous aujourd'hui dans cette affaire. Merci, je n'ai aucun autre élément que le PV d'enquête préliminaire que j'ai eu accès à cela par le biais du procureur de la République. Merci, le reste, tout est confidentiel. Deuxième sujet, le procès Hissène Habré. Docteur Kassiré, est-ce que vous êtes pour ou contre le jugement de Habré? Peut-être que je suis... En 2 mots, rapidement. Non, vous me posez un problème de toute l'Afrique. C'est un dossier africain, ce n'est plus un dossier tchadien. Le tribunal qui traite le dossier est
d'un tribunal africain. Moi, je pense, à mon avis, que c'est décevant, pour nous les Tchadiens même, qu'on ne soit pas en mesure de gérer nos problèmes. Je pensais qu'au moment de la conférence nationale souveraine, il allait y avoir un débat de genre l'Afrique du Sud, où chacun vient présenter ses excuses parce qu'il a fait du mal au pays, et on aurait résolu nos problèmes à ce moment précis. Malheureusement, on a laissé plus de 20 ans. On aurait déchiré les plaies qui étaient cicatrisées. Je me trouve, et avec la haine que cela va comporter, je pense, à mon avis, que c'est regrettable que nous arrivions à cette situation. Je pense, à mon avis, maintenant que comme l'enfant est dehors, on ne peut plus le ramener à l'intérieur. Il faut maintenant que les Tchadiens aient la capacité de se maîtriser après ce jugement. Parce que notez-le bien, les conséquences ne seront pas bien pour l'avenir du Tchad. Êtes-vous d'avis, monsieur le ministre? C'est notre tard. Êtes-vous d'avis? Je ne partage pas. Peut-être c'est la seule fois depuis le début de ce débat que je dis clairement que je ne partage pas du tout l'avis du président Kassiré. En fait, ce n'est pas qu'on remue le couteau dans la plaie. Il y a des gens qui ont vécu avec des douleurs. Des douleurs. Je suis pas monsieur. J'ai perdu deux petits frères. Exactement. Et ceux qui les ont tués, ils sont là. Et qui continuent. Mais oui, justement. C'est-à-dire que je n'aime pas des gens. Voilà, exactement. C'est pas la vengeance, justement. C'est pour éviter la vengeance qu'on doit appliquer le droit. Et que la justice, sur le plan international, parce que si on le jugeait au Tchad, moi, personnellement, j'étais d'avis, mais si on le jugeait au Tchad, on allait dire que c'est la justice des vainqueurs. Ouais, c'est ça. Maintenant, sur le plan international, il a été décidé qu'Habré soit jugé. Les faits commis par Habré sont quand même d'une gravité inacceptable. Et il faut absolument, ce n'est pas la personne de Habré, mais c'est les actes qui ont été posés. Est-ce qu'Habré est prêt à se repentir? Vous le connaissez mieux que moi. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué. Est-ce qu'Habré est prêt à demander pardon? Habré nie tout ce qui a été fait, malgré les ossements qui ont été retrouvés. C'est ça la gravité. Mais il faut qu'il se prononce. Peut-être qu'à l'occasion de ce procès, il aura la possibilité, il aura l'occasion, on lui donne l'occasion. Et non seulement ça, n'oubliez pas qu'on vit avec des rancunes et des rancœurs. C'est pourquoi le volet national, avant d'accéder à la phase que vous avez indiquée tantôt, de réconciliation nationale, il faut que chacun s'exprime là-dessus. Merci, monsieur le ministre. Dernier sujet d'actualité, l'arrestation de quelques journalistes et du blogueur, de l'expulsion du blogueur Makaïla du Sénégal, aujourd'hui en France avec un visa long séjour. Docteur Hassan, est-ce que vous comprenez qu'on arrête aujourd'hui des journalistes au Tchad? Je dis qu'il n'est pas du tout bon dans un État pour qu'on arrête des gens pour des questions d'opinion. À moins pour des questions d'opinion, pour leur opinion politique, pour leur opinion de presse, pour qu'ils soient, quelles que soient les conditions, la construction de l'état des droits et de la démocratie, c'est également la tolérance, c'est également la liberté. Donc, entre la marge de la liberté et l'infraction, bien entendu, il y a une phrase. Il y a quelque chose. C'est vrai, la liberté de la presse, la liberté de l'opinion ne veut pas dire porter atteinte à la sécurité ou porter atteinte à la vie des autres ou à la liberté des autres ou à leur dignité. Ça, c'est une question de responsabilité du communicateur. C'est une responsabilité des journalistes. Maintenant, entre les deux, il y a un code. Il y a un code. Si ce code-là est bien appliqué, en ce moment-là, ça, c'est une question de responsabilité. Vous continuez sur l'arrestation des journalistes. Vraiment, moi, je ne vous comprends pas. Nous nous déclarons démocrates, mais nous combattons l'élément qui fait de nous des démocrates. C'est la liberté d'opinion et la liberté de presse. C'est la liberté d'opinion et la liberté de presse. Et je crois qu'il y a les lois qui organisent ça. Je trouve que ce n'est pas droit. Je trouve que ce n'est pas le droit, ça frise un peu l'arbitraire.
Merci, docteur. Les journalistes là, libérez-les. Merci. Libérez-les. Je donne ministre de la Il est en Justice. face de vous. Lui-même, il est là. Petit frère, libère tes frères là. Ok, Qu'est-ce monsieur qu'ils font en prison? Libère-les. Rapidement sur ce sujet avant qu'on ne mette un terme à cette Je émission. pense que l'état de droit, c'est effectivement le respect des textes. L'état de droit, ça ne veut pas dire l'abus de droit. Et ça, il faut qu'on essaye d'être clair là-dessus. L'état de droit, ça ne veut pas justement pas dire qu'il faut absolument violer les textes. Je dis, ces gens-là sont arrêtés parce qu'ils ont violé les textes de la République. Heureusement, il y a une majorité écrasante de journalistes. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, j'ai été avocat des journalistes. Bon, de presse, plusieurs fois. Lutte pour qu'ils sortent. Il faut le faire. Je dis qu'il y a un travail d'introspection à faire. Le tout n'est pas de dire libérez-les, mais il faut que les gens, parce que figurez-vous, quand on vous, on parle de toi-même, non? Oui. Non, est-ce qu'il y a un seul qui, si on prend les faits individuellement, il n'y a pas un seul qui dit que je n'ai rien fait. Il n'y a pas un seul qui dit que je n'ai rien fait. Écoutez, quand on s'en prend, on peut critiquer. Monsieur le ministre, actes. faites comme si je l'avais fait. 2 fois Premier ministre. Oui. Il n'y aura jamais les numéros, jamais d'autant qui passent sans m'insulter. Je n'ai jamais répondu. Un jour, je leur avais demandé. Oui. Mais pourquoi vous m'insultez? Moi, je réponds aux imbéciles par le silence. Je vous demande de répondre aux imbéciles par le silence. Moi, c'est ce que je fais. Répondez par le silence et libérez-les. Je n'ai jamais arrêté qui que ce soit. Ils sont poursuivis par la justice. Merci beaucoup. Si ce qu'ils disent là, c'est faux, là, libérez-les. Si c'est faux, libérez-les. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ça dessert le pays. Je rappelle que ce débat a été organisé dans le cadre du 2e anniversaire du quinquennat actuel du chef de l'État. Le thème était la justice et les justiciables. Nous avions eu comme invité ce soir le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Jean-Bernard Padaré, docteur Noureddine Delwa Kassirou Koumakoy, député, président du Viva RNDP, et docteur Amat Mamad Hassan, juriste. Au revoir et bonne suite des programmes.